Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première webcast de la filière cardiogène qui va être consacrée ce soir à la prise en charge des maladies génétiques cardiaques avec un titre qui sera des clés pour améliorer la prise en charge des patients et de leurs proches. Cette première webcast est organisée par la filière cardiogène qui a pour ambition de prendre en charge les patients atteints de ces maladies génétiques cardiaques, que ce soit des cardiomyopathies, que ce soit des troubles du rythme héréditaire. Filière qui est assez récente, elle a 2 ans, et qui englobe à la fois les 3 centres de référence nationaux, mais également l'ensemble des centres de compétences pour avoir comme ambition d'améliorer la prise en charge des patients atteints de ce type de pathologie. Alors ce soir, le sujet, c'est l'abord de la génétique et la prise en charge globale de ces problèmes de génétique. Et tout au long de la soirée, vous aurez la possibilité de répondre à des quiz. On va vous poser des questions, il faudra que vous y répondiez et vous verrez donc sur la droite de votre écran la possibilité de répondre à ces quiz. On va tout de suite vous demander de répondre au premier quiz. Vous verrez, il n'est pas très compliqué, il va simplement nous permettre de savoir qui vous êtes, qui est avec nous ce soir. Et vous allez devoir donc répondre, savoir si vous êtes cardiologue, généticien, psychologue ou autre. Pendant que vous répondez à cette première question, je vais avoir le plaisir de vous présenter nos invités. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir 3 invités qui connaissent particulièrement bien ces sujets-là dans leurs différents aspects. Tout d'abord, Philippe Charon. Bonsoir Philippe. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de travailler avec toi et d'aborder ces sujets avec toi. Alors, Philippe Charon, vous le connaissez tous, je pense. Hein, il est cardiologue, généticien. Il travaille à la Pitié-Salpêtrière depuis déjà quelques années et tout particulièrement attaché à la prise en charge des cardiomyopathies. Nous aurons également la chance d'avoir avec nous Céline Bordet, qui est conseillère en génétique, également à la Pitié-Salpêtrière, et elle va pouvoir nous donner un peu les informations les plus importantes quand on veut faire un test génétique, comment s'y prendre, quelles sont les lois qui encadrent cette prise en charge qui, vous le verrez, nécessite d'être bien connue pour éviter de faire des erreurs. Et puis enfin, et ce n'est pas le moins important, on abordera ensuite les problèmes psychologiques qui peuvent être liés à la prise en charge de ces pathologies. C'est pas rien d'apprendre qu'on a une mutation, c'est pas rien d'apprendre qu'on a ce type de pathologies qui peuvent être à l'origine d'accidents graves, et c'est évidemment extrêmement important de bien encadrer les patients, de bien encadrer l'annonce du diagnostic, et pour ça, on a la chance d'avoir dans la filière cardiogène 2 psychologues coordinatrices. Ce soir, on a avec nous Maryse Babonneau, qui est en charge d'une part de s'occuper de ces patients à Pitié-Salpêtrière, mais également, et ça c'est très important, elle s'occupe du centre de coordination de l'aide psychologique pour l'ensemble des centres français et qui permet, elle détaillera tout ça dans le détail tout à l'heure, j'en suis sûr, de pouvoir orienter les patients vers la meilleure prise en charge lorsque ce type de problèmes-là peuvent se poser. Donc on va avoir, je l'espère et j'en suis même certain, la possibilité d'avoir un peu une approche de toutes ces différentes questions tout au long de la soirée. L'émission va durer globalement 1 heure. Tout au long de la soirée, vous pourrez donc poser des questions, vous pourrez interagir avec nos orateurs et je me chargerai de transmettre les questions les plus pertinentes vers nos orateurs pour essayer de répondre aux interrogations que vous pourriez encore avoir après les différentes présentations. Donc on va tout de suite voir qui vous êtes et la réponse à la première question qui vous était posée. Êtes-vous cardiologue, conseiller en génétique, généticien ou psychologue? Donc vous voyez qu'il y a une répartition qui est, ma foi, assez égale entre les différentes catégories. 23% de cardiologues, 45% de généticiens. Donc je pense que les généticiens qui sont avec nous ce soir devront être particulièrement attentifs aux informations qu'ils vont donner. Et puis également 6% de psychologues et 26% autres catégories. On peut imaginer qu'il y a peut-être avec nous des médecins généralistes aussi ou d'autres catégories de professionnels, mais également peut-être des patients et des membres des associations.
Donc, encore une fois, bienvenue à tous ce soir. On va vraiment essayer de faire des présentations précises, courtes et répondons bien aux interrogations que vous pouvez avoir. Et on va donc tout de suite commencer avec la première présentation de Philippe Charron, qui va aborder les enjeux cardiologiques de ces maladies génétiques cardiaques. Et je crois qu'on va commencer par vous poser une question. Philippe, merci Vincent. Bonjour à tous. Effectivement, on va voir ensemble en quoi l'origine génétique d'une maladie cardiaque va pouvoir orienter parfois la prise en charge cardiologique du patient ou de sa famille. Alors, je vais commencer tout de suite par un cas clinique pour lancer un petit peu le sujet. Là, il s'agit d'une jeune femme de 24 ans qui est rentrée dans sa maladie par un arrêt cardiaque inaugural pendant une session de volley. Elle n'avait aucun antécédent et dans sa famille, il n'y avait pas d'antécédent non plus significatif. Heureusement, l'arrêt cardiaque a été récupéré et au décours de cet arrêt cardiaque, on voit ici l'histoire familiale qui n'est pas très contributive en dehors d'un antécédent cardiologique non spécifique chez la maman. Et au décours de cet arrêt, le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique est fait. Sur le plan thérapeutique, un défibrillateur est implanté ici en prévention secondaire. Et donc, à partir de ce cas clinique notamment, je vous pose le premier quiz. Quelles sont les bonnes propositions parmi les suivantes? La cardiomyopathie hypertrophique est presque toujours d'origine génétique. Le mode de transmission habituel est autosomique récessif. Un bilan cardiaque familial est inutile en l'absence de traitement préventif des complications. Un test génétique n'est pas utile au diagnostic étiologique car ne va pas modifier la prise en charge. Et un test génétique peut permettre de guider ensuite la surveillance familiale. Donc je vous laisse répondre à cette question et puis au fur et à mesure de l'intervention, on va y répondre. Alors, de quoi parle-t-on? On parle des maladies cardiaques héréditaires et Vincent Probst a rappelé en introduction qu'en fait, il y a deux grandes catégories, les cardiomyopathies, dilatées, hypertrophiques, restrictives, ventriculaires droites, qui ont la particularité d'être associées à des anomalies de structure du cœur, du ventricule gauche ou droit, et d'anomalies de fonction, avec un diagnostic qui passe notamment par l'imagerie, échographie, IRM, et puis le grand groupe aussi des troubles du rythme, troubles de conduction, maladies électriques pures, sans anomalie en général à l'imagerie, et un diagnostic qui passe essentiellement par l'électrocardiogramme. Alors ces maladies sont diverses, elles ont des prévalences diverses. La plupart, une prévalence entre 1 sur 2000 et 1 sur 5000. Les symptômes sont variables, mais notamment comportent la syncope. Le diagnostic, on l'a dit, passe par des outils qui vont être très orientés par la pathologie qui est suspectée. Et la mortalité de ces maladies est variable selon la maladie, selon le stade, et ça c'est très important, il y a toujours une prise en charge cardiologique qui est très individualisée pour un patient donné, une mortalité globale qui est souvent entre 1 et 5% par an, et qui est dominée, et ça c'est un point commun pour toutes ces maladies, par un risque de mort subite, souvent par trouble du rythme ventriculaire, et pour les cardiomyopathies, une deuxième complication importante qui est l'insuffisance cardiaque. Et puis on peut souligner aussi d'emblée que pour la plupart de ces maladies, le sport intensif peut constituer un facteur déclenchant des troubles du rythme ventriculaire et qu'il est déconseillé, en tout cas pour le sport intensif, et ça fait partie des enjeux à discuter lors du conseil génétique notamment. Alors ces maladies ont la particularité, si on les oppose à d'autres maladies en médecine, maladies neurodégénératives génétiques par exemple, évidemment la prise en charge cardiologique est au cœur de la préoccupation du cardiologue et effectivement on dispose en général, ça dépend évidemment des pathologies, mais d'une stratégie thérapeutique efficace souvent pour soulager les symptômes et qui peut faire appel à ce moment-là à des médicaments comme les bêta-bloquants, parfois des procédures interventionnelles, l'alcoolisation coronaire dans la cardiomyopathie hypertrophique par exemple, parfois un mode de vie ajusté,
restriction de la consommation de sel dans la cardiomyopathie dilatée par exemple. Deuxième grande catégorie, c'est une efficacité de la prise en charge pour prévenir la mort subite, là aussi tout à fait adaptée en fonction des pathologies, mais selon les cas pouvant faire appel à une stratégie pharmacologique, bêta-bloquant par exemple dans le QT long. La restriction du sport intensif, on en a dit un petit mot. Au cas par cas, la discussion en prévention primaire de défibrillateurs. Parfois, selon les pathologies, une procédure interventionnelle d'ablation par radiofréquence de la zone arythmogène. Et puis, selon les cas, notamment dans le QT long ou dans le syndrome de Brugada, une liste de médicaments contre-indiqués qui est tout à fait importante à donner aux patients. Et puis, pour les cardiomyopathies, donc, une efficacité aussi pour prévenir l'insuffisance cardiaque qui fait appel à des médicaments, bêta-bloquants, inhibiteurs d'enzymes de conversion, parfois une stimulation, un stimulateur cardiaque particulier pour resynchroniser les ventricules, et puis dans les cas les plus sévères, les plus évolués, l'assistance circulatoire, la transplantation cardiaque. Donc on a en tête évidemment, que ce soit pour la prise en charge du patient ou de sa famille, tous ces enjeux thérapeutiques et la volonté de pouvoir les administrer, ces stratégies thérapeutiques, le plus tôt possible chez les patients. Ces maladies ont une origine génétique, ça va être détaillé après moi, mais pour donner quelques messages essentiels, le mode de transmission est variable, mais il est quand même très majoritairement autosomique dominant, donc ce qui veut dire qu'il y a un risque de 50% pour chaque apparenté au premier degré. Et une caractéristique aussi, c'est que l'expression cardiaque est volontiers retardée, alors là aussi ça doit être modulé selon les pathologies, mais souvent, il y a une phase assez longue avant que l'expression cardiaque débute. Ça peut être l'adolescence, ça peut être l'âge adulte, ça peut être même vers l'âge de 40-50 ans. Et puis, il y a cette deuxième phase où la maladie est asymptomatique encore, mais peut être diagnostiquée sur l'imagerie, sur l'électrocardiogramme. Et puis, en l'absence de prise en charge, il y a les symptômes, les complications qui surviennent souvent quelques années plus tard. On connaît bien maintenant un certain nombre de gènes responsables de ces diverses maladies, des gènes du sarcomère, des gènes des canaux ioniques, des gènes du desmosome. Et la probabilité d'identifier une mutation chez un patient, chez un cas index, est assez élevée, notamment dans le syndrome du QT long, dans la cardiomyopathie hypertrophique. On trouve une mutation dans 50 à 70% des cas chez les cas index, parfois beaucoup moins dans d'autres pathologies comme le syndrome de Brugada, mais en tout cas, gardez en tête que la probabilité n'est jamais de 100%, et donc on n'est pas toujours en mesure d'identifier la mutation. Le rôle du cardiologue, il est très important à ce stade, c'est-à-dire chez un patient qui a un diagnostic de maladie cardiaque tel qu'on l'a évoqué. À partir de là, l'objectif sous cet angle génétique et familial, c'est d'une part de participer à l'information, ça va être développé un peu plus tard, d'organiser le bilan cardiaque familial, ça c'est vraiment essentiel, et puis proposer un test génétique en adressant le patient à la personne appropriée, avec des centres d'intérêt ou des situations différentes, et je vais aborder pour ma part celle qui intéresse le plus le cardiologue, c'est-à-dire l'aide à la prise en charge du patient. Alors, une des deux missions importantes, au-delà de l'information, c'est organiser le bilan cardiaque. Organiser le bilan cardiaque familial, c'est souvent en parallèle de la prise de sang génétique qui est faite chez le cas index. Et à ce stade-là, donc, il faut que le cardiologue puisse, en fonction de la maladie présente dans la famille, il faut pouvoir savoir quels sont les apparentés à risque qui vont faire l'objet de cette prise en charge, quels examens prescrire, quand débuter, c'est-à-dire à partir de quel âge, et puis même quand le premier bilan est normal, est-ce qu'il faut le renouveler et à quel rythme il faut renouveler ce bilan. Donc en fonction des pathologies, il va falloir adapter évidemment ces éléments de réponse. Dans le cas clinique, il s'agissait d'une cardiomyopathie hypertrophique, et donc là on peut voir que les recommandations internationales sont de préconiser un électrocardiogramme et une échographie, au moins à partir de l'âge de 10 ans. Avant, le risque d'expression et de complications est faible, ce qui fait qu'on peut commencer à cet âge-là. Et même quand le premier examen est normal, pensez à le renouveler du fait de cette expression cardiaque retardée, assez souvent au moment de l'adolescence, et puis on peut espacer les bilans tous les 2 à 5 ans, après l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 50 ou 60 ans, où la maladie est censée s'être exprimée. Et pour aider à l'organisation de cette prise en charge familiale, il est souvent très utile de remettre un document écrit, une lettre,
au cas index que le cardiologue voit en consultation pour qu'il puisse transmettre l'information et faciliter la diffusion de l'information dans la famille. Et vous trouverez par exemple un exemple de lettre sur le site internet du centre de référence parisien. Alors, le test génétique, c'est la deuxième mission du cardiologue, c'est-à-dire adresser le patient au bon endroit pour faire un test génétique chez le cas index, le propositus, parce que dans un certain nombre de cas, ça dépend là aussi beaucoup des pathologies, mais on va l'illustrer dans certains cas, étiqueter plus précisément la maladie, soit un sous-type, soit simplement le gène sous-jacent, peut conduire à modifier parfois la prise en charge médicale du patient. Alors si on reprend l'exemple du cas clinique de la cardiomyopathie hypertrophique, eh bien dans 30 à 60% des cas, il s'agit d'une mutation dans les gènes du sarcomère. Vous voyez ici en bas à gauche les principaux gènes, la chaîne lourde bêta de la myosine par exemple. Et dans un certain pourcentage de cas, non négligeable, 5 à 25% des cas, ce sont des causes génétiques aussi, mais non sarcomériques, très diverses. Je vous en cite ici quelques principales simplement, maladie de Fabry, amylose génétique, maladie de Danon. Et selon donc le diagnostic qui est retenu dans ces cas-là, il va y avoir des conséquences sur la prise en charge, par exemple parfois des conséquences très importantes avec un traitement différent, spécifique. On peut prendre l'exemple de l'enzymothérapie substitutive dans la maladie de Fabry chez l'adulte, la maladie de Pompe chez l'enfant. Il peut y avoir aussi une surveillance particulière parce que s'y associent des complications soit cardiaques comme des troubles de conduction, soit extracardiaques comme une insuffisance rénale qu'il faut surveiller et prendre en charge précocement dans la maladie de Danon, dans l'amylose génétique par exemple. Ou parfois, la conséquence est liée au mode de transmission qui est différent, qui n'est pas autosomique dominant. Donc là, les apparentés à risque vont être différents. Et on peut citer dans les maladies liées à l'X, la maladie de Fabry, par exemple, la maladie de Danon. Donc, le sous-type de la maladie et le gène va parfois, et notamment dans cette maladie, quand la cause est non sarcomérique, modifier notablement la prise en charge. Un deuxième exemple, c'est celui de la cardiomyopathie dilatée. Quand on identifie une mutation dans le gène des lamines, eh bien, il y a un pronostic beaucoup plus péjoratif que pour les autres patients qui ont cette cardiomyopathie dilatée. Et le surrisque de mortalité est rythmique, à la fois par des troubles de conduction qui vont amener à discuter un stimulateur cardiaque et des troubles du rythme ventriculaire qui vont amener à discuter précocement un défibrillateur. Et vous voyez dans le registre européen de droite des seuils ou des prédicteurs de survenue de troubles du rythme ventriculaire avec des seuils d'implantation qui vont être beaucoup plus bas que finalement de façon commune dans la cardiomyopathie dilatée. Vous voyez la fraction d'éjection inférieure à 45% ici. Donc l'implication directe du diagnostic ici, ça va être une implantation précoce de défibrillateurs et de pacemakers chez ces patients. Troisième, dernier exemple que je cite, c'est celui du syndrome de QT-long. Quand il y a une mutation dans le gène SCN5A, qui est une sous-unité du canal sodique, qui est le troisième gène en prévalence, qui est impliqué dans 5 à 10% des cas, eh bien on sait qu'on va avoir une moins bonne réponse au traitement bêta-bloquant vis-à-vis du risque de syncope, vis-à-vis du risque de mortalité par mort subite. Et donc on va discuter plus facilement le défibrillateur prophylactique ou un traitement pharmacologique différent du traitement bêta-bloquant qui est le traitement de base autrement, qui marche très bien pour les patients qui ont des mutations par exemple dans le gène KCNQ1. Donc en résumé, les messages clés sur le plan de cette prise en charge cardiologique, c'est d'informer sur l'origine génétique et les conséquences, organiser le bilan cardiaque des apparentés, puis adresser le patient en vue d'un test génétique. Et on peut revenir sur le quiz proposé en tout début d'intervention pour voir ce que vous avez répondu. Donc on va nous donner, je pense, vos réponses. On voit qu'elles sont assez diverses. Les deux principales correspondent aux deux bonnes réponses, qui sont effectivement la numéro 1 et puis la dernière. On peut les voir ici et ce qu'on a pu dire au travers et ce qu'on va continuer à dire maintenant va permettre effectivement de
de rééquilibrer ou en tout cas d'améliorer votre information. Et pour terminer aussi, je vous donne quelques éléments sur le suivi de ce cas clinique. Donc, il a été réalisé un test génétique. En parallèle, le bilan cardiaque familial a été organisé. Qu'est-ce qu'il a permis de trouver? L'un des frères a aussi une cardiomyopathie hypertrophique, l'autre a un bilan cardiaque normal. Quelques mois après, la mutation a été trouvée chez la jeune fille qui avait fait l'arrêt cardiaque, une mutation hétérozygote du gène de la troponine T. On a proposé ensuite de faire un test génétique chez les apparentés et la mutation a été retrouvée chez le frère qui a la cardiomyopathie hypertrophique et chez la maman qui a probablement une forme assez atypique d'évolution de cette cardiomyopathie hypertrophique. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très claire qui, je crois, permet vraiment d'apporter des éléments importants sur la manière de prendre en charge ce type de pathologie. On a tout de suite une première question, on va avoir quelques petites minutes pour répondre aux questions qui est une question assez pratique qui, c'est vrai, nous est posée assez souvent, c'est quand on prend en charge ce type de famille, il y a un décalage entre le moment où on prend en charge la famille et le moment où on a les résultats des analyses génétiques, parfois un peu plus long que ce qu'on souhaiterait. Et la question qui nous est posée, c'est faut-il attendre d'avoir les résultats des analyses génétiques pour voir les apparentés et faire le dépistage clinique et génétique? Alors effectivement, ça c'est un point très important, étant donné qu'on a le résultat du test génétique chez le cas index quelques mois plus tard, on va y revenir, mais effectivement pas dans les premières semaines en général. Il est très important de débuter pour le cardiologue le bilan cardiaque familial et en fait, on sait maintenant que pour la plupart des maladies qu'on a citées, il faut considérer que ces maladies sont presque toujours d'origine génétique, donc la probabilité qu'elles soient d'origine génétique est vraiment majeure. Le QT long, la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, le syndrome de Brugada, etc. Et donc on a suffisamment d'arguments pour dire qu'il faut lancer le bilan cardiologique systématique chez tous les apparentés au premier degré pour ce bilan cardiologique. Donc ça c'est très important. Et donc les choses se font en parallèle en général pour cette situation. Très bien, je crois que la réponse est parfaitement claire. Deuxième question, si le test génétique est négatif, faut-il faire quand même un bilan? Donc si le test génétique est négatif, chez le cas index, chez le propositus, j'imagine. On ne précise pas, mais on peut peut-être répondre aux deux situations. Peut-être. Donc si le test génétique ne permet pas de trouver de mutation chez le cas index, donc on rappelle que ça arrive dans une situation non négligeable de cas, on n'est pas toujours en mesure de trouver la mutation, eh bien ça ne remet pas en cause cette probabilité d'origine génétique, puisque dans des formes familiales avérées, on ne trouve pas toujours la mutation. Donc il faut maintenir ce principe d'une surveillance cardiologique qui là va concerner tous les apparentés au premier degré, puisqu'on ne pourra pas les sélectionner en fonction du résultat du test génétique, on y reviendra après. Et pour la deuxième partie de la question, alors si... Alors on anticipe là aussi un peu sur l'intervention suivante de Céline Bordet, qui va pouvoir répondre plus en détail. Et je pense qu'elle va pouvoir peut-être répondre à cette partie de la question sur qu'est-ce qu'on fait en fonction du résultat génétique chez les apparentés. Merci beaucoup Philippe. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et on va tout de suite passer à la présentation suivante. Qui va effectivement s'intéresser cette fois-ci vraiment au conseil génétique et en pratique comment on fait ces analyses génétiques, à qui faut-il les proposer, comment faut-il les faire. Et donc c'est Céline Bordet qui va donc aborder cette question et on va l'écouter avec beaucoup d'attention parce que c'est vrai que c'est souvent un sujet sur lequel il y a pas mal d'interrogations. Merci beaucoup. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme précédemment, je vous propose de répondre à une petite question et on verra ensemble les réponses à la fin. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles vous paraissent vraies? Donc, petit 1, un test génétique peut être réalisé au sein de n'importe quel laboratoire de ville. Petit 2, l'identification d'une mutation chez un patient permet d'affiner la prise en charge cardiologique de ses apparentés. Petit 3, un test génétique réalisé chez un cas index est une analyse qui est longue et coûteuse. Et petit 4, un test génétique peut être prescrit par n'importe quel médecin. Donc vous allez pouvoir répondre à cette question durant les premières diapos de mon intervention.
Donc pour débuter, quels sont les objectifs et à qui s'adresse la consultation de conseil génétique? Eh bien, cette consultation, elle concerne tous les patients et leurs familles avec maladies cardiaques susceptibles d'être héréditaires. Donc ça concerne les cardiomyopathies et les canalopathies que vous a présenté Philippe Charron juste avant, évidemment, sauf si une autre cause acquise a été démontrée. Et le fait de proposer à ces patients de bénéficier de la consultation de conseil génétique, ça fait vraiment partie des recommandations, notamment des recommandations de l'ESC dans la prise en charge des patients. Donc le but de la consultation, ça va être d'informer les patients d'une part sur la probabilité que leur pathologie soit d'origine génétique, d'autre part de leur expliquer le mode de transmission afin d'identifier quelles vont être les apparentés qui doivent ou qui peuvent bénéficier d'un test génétique ou bien de la surveillance cardiologique, et puis justement quel va être le bénéfice, mais on l'a vu précédemment, de ce bilan cardiaque familial. Discuter également la possibilité, les intérêts, mais aussi les limites du test génétique. Et puis une autre chose qui va être importante, ça va être de fournir aux patients les coordonnées des associations de patients, mais aussi des sources d'informations médicales qui vont être accessibles et qu'ils pourront consulter à l'issue des consultations. Donc tout d'abord, le mode de transmission, évidemment, il va être déterminé en fonction de la pathologie, mais aussi en fonction de l'histoire familiale. Et on l'a vu, dans la majorité des cas, il s'agit d'une transmission autosomique dominante, ce qui signifie que les hommes et les femmes sont à risque pour ces pathologies et que pour un individu porteur d'une mutation, il y a un risque de 50% de transmission à chacun de ses apparentés au premier degré. Donc le fait d'expliquer ce mode de transmission au patient, ça va permettre d'identifier avec lui quelles sont les apparentés à risque, donc en général les apparentés au premier degré, la fratrie, les parents et les enfants, afin de voir quels sont ceux qui doivent bénéficier d'un bilan cardiologique et peut-être plus tard d'un test génétique. Donc il y a deux cas de figure dans lesquels on peut prescrire un test génétique. Donc tout d'abord le test génétique qu'on va prescrire chez un cas index, donc chez la personne atteinte, et puis dans un second temps le test génétique qu'on va pouvoir proposer aux apparentés asymptomatiques. Donc on s'intéresse tout d'abord au test génétique chez le cas index. Alors qui est-ce qu'il concerne? Eh bien il peut être proposé à tous les patients atteints d'une maladie cardiaque probablement héréditaire, quel que soit leur âge, qu'ils soient majeurs ou qu'ils soient mineurs. Et les objectifs, ça va être, donc on l'a vu précédemment, ça va apporter une aide au diagnostic, parfois d'affiner un petit peu le pronostic et puis parfois également de moduler la prise en charge. Aussi d'affirmer une origine génétique devant une forme qui peut parfois être sporadique. Et puis, on y reviendra plus en détail, ça va être vraiment une aide au diagnostic précoce chez les apparentés via un test, ce qu'on appelle prédictif ou présymptomatique. Donc, qui peut prescrire ce test génétique chez le cas index? Eh bien, évidemment, ça peut être un médecin généticien, mais ça peut aussi être un médecin non généticien, comme un cardiologue par exemple. Mais dans ce cas, il faut évidemment que le médecin ait des connaissances à la fois sur la pathologie, mais qu'il puisse être capable également d'interpréter le résultat génétique et d'interpréter et de gérer les conséquences de ce résultat, à la fois pour le patient, mais aussi pour les membres de sa famille. Et donc, il travaille en relation avec une équipe de génétique clinique. La prescription de ce test, elle va toujours être faite évidemment à l'issue d'une consultation d'explication, au cours de laquelle on aura discuté les objectifs, les bénéfices et les limites que peut apporter ce test, et toujours évidemment après recueil d'un consentement écrit. La prescription, elle va être évidemment faite en fonction de l'orientation clinique. Est-ce qu'on va être face à une atteinte cardiaque isolée ou bien une atteinte syndromique? On ne va pas être amené à analyser les mêmes gènes selon le contexte. Et ce n'est pas une analyse qui se fait dans n'importe quel laboratoire, mais elle est réalisée au sein d'un laboratoire agréé pour le diagnostic de ces pathologies. Donc il y a plusieurs choses qui sont indispensables à joindre au prélèvement, qui est souvent un prélèvement sanguin. Il y a tout d'abord une feuille de prescription avec des renseignements cliniques, puisque ces renseignements vont vraiment être indispensables pour les biologistes pour les aider dans l'interprétation des résultats. On va aussi fournir un arbre généalogique et puis indispensable également toujours un consentement. Le résultat de ce test génétique chez le cas index, eh bien, il va être adressé toujours au médecin qui a prescrit l'analyse et le médecin qui a prescrit l'analyse va le communiquer à la personne concernée, au patient, au cours d'une consultation d'explication. Donc les délais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure effectivement, mais quand on fait une analyse chez un cas index, alors ça va être assez variable en fonction des gènes qui vont être analysés, mais c'est effectivement relativement long. On peut attendre des résultats dans un délai de l'ordre de 4 à 9 mois à peu près.
Donc 2 cas de figure se présentent, soit une mutation est identifiée, dans ce cas-là ça va nous permettre de confirmer l'origine génétique et de confirmer le mode de transmission. Parfois, on l'a vu, de moduler la prise en charge des patients et puis de permettre aux apparentés de réaliser un test génétique prédictif. Dans la situation inverse, là où on posait la question, effectivement, il est possible aussi qu'aucune mutation ne soit identifiée. Et effectivement, c'est dans un cas non négligeable, puisque si on prenait effectivement l'exemple des cardiomyopathies hypertrophiques, on identifie la mutation causale dans 60% des cas environ. Donc si on est dans ce cas-là, la première chose, c'est qu'on va réévaluer le dossier, en rediscuter éventuellement avec les biologistes pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre les analyses chez ce patient. Et puis surtout, très important, effectivement, on va poursuivre la surveillance cardiologique chez tous les apparentés potentiellement à risque. On peut aussi tout à fait se retrouver dans le cas où l'interprétation du résultat va être un petit peu compliquée, si on est face par exemple à un variant de signification inconnue. Et dans ce cas-là, vraiment les interactions entre biologistes et cliniciens sont primordiales pour essayer d'avancer dans l'interprétation. Une des conséquences importantes de la révélation d'un statut génétique, ça va être l'information à la parentèle. Et je vous en dis quelques mots puisqu'il y a un décret qui est paru maintenant en juin 2013 qui est vraiment relatif aux conditions de mise en œuvre de l'information des apparentés dans le cadre d'un test génétique. Et désormais, une personne chez qui on identifie une mutation génétique a l'obligation légale d'informer ses apparentés à risque lorsqu'il existe des mesures de prévention, de conseil génétique ou de soins. Donc, ce qui est vraiment le cas dans les pathologies qui nous concernent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à anticiper et à discuter avec le patient avant même la prescription du test génétique. Donc la loi prévoit 3 modalités d'information. La première, et qui est finalement ce qui est heureusement le plus souvent le cas, le fait que la personne concernée informe elle-même ses apparentés à risque. Et évidemment, on va l'aider en lui fournissant notamment des documents sur lesquels il peut s'appuyer pour transmettre cette information. Il est possible aussi que la personne, pour des raisons diverses, ne souhaite pas informer elle-même ses apparentés. Et dans ce cas-là, et c'est ce qui est notamment nouveau dans cette loi, la loi précise que dans ce cas-là, la personne peut demander au médecin de transmettre l'information à ses apparentés en leur fournissant les coordonnées de ses apparentés, mais dans ce cas-là, en respectant le secret médical. Je ne détaille pas trop ici, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Et puis, le dernier cas de figure, si la personne ne souhaite pas informer ses apparentés, quelles que soient les modalités, et dans ce cas-là, il faut qu'il ait conscience qu'il engage alors sa responsabilité civile. Donc ça, c'était dans le cadre du test chez le cas index. On passe maintenant au test génétique chez les apparentés asymptomatiques. Donc évidemment, ça va être possible uniquement si la mutation causale a été identifiée chez le cas index et à la demande d'un apparenté qui est cliniquement sain. Donc il y a 2 cas de figure. Soit on ne retrouve pas la mutation familiale chez cet apparenté asymptomatique, et dans ce cas-là, ça va nous permettre de lever la surveillance cardiologique et puis de rassurer, il n'y aura pas de risque de transmission à la descendance. Et à l'inverse, si jamais on identifie la présence de la mutation, on va du coup continuer la surveillance cardiologique régulière, et ça va vraiment, l'idée c'est de permettre un dépistage précoce, dans l'idée vraiment de prévenir les complications qui sont liées à ces pathologies, et on va être amené parfois au cas par cas, on l'a vu, à discuter éventuellement la restriction sportive, ou la mise en place d'un traitement médicamenteux, même s'il n'y a pas de signe de la pathologie, ou on l'a vu, remettre la liste des médicaments contre-indiqués, comme dans le cadre du syndrome du QT long ou du Brugada, et puis discuter effectivement avec les gens s'ils ont un projet parental ou bien du risque de transmission à la descendance. Donc ce test génétique, comment et par qui peut être prescrit? Dans le cadre du test génétique prédictif, ça peut être prescrit uniquement par un médecin qui œuvre au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui est déclarée au ministère chargé de la Santé. Donc à titre d'exemple, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, comment ça se passe? Il y a la demande de la personne à risque. On organise une consultation d'information pluridisciplinaire. Donc les gens vont rencontrer un cardiologue, une conseillère en génétique ou un généticien. Il y a toujours également une consultation avec une psychologue pour un tas de raisons que Maryse Babonneau va bien développer après. On propose également à l'issue de cette information un délai de réflexion, puis on organise le prélèvement sanguin. Et là, comme vous pouvez le voir, l'obtention du résultat est beaucoup plus rapide parce que ça va être une analyse ciblée et on a le résultat à peu près au bout de 6 à 8 semaines. Le résultat va évidemment toujours être rendu en consultation et on va donc adapter la prise en charge en fonction du résultat. Il est possible également qu'un certain nombre d'apparentés ne souhaitent pas réaliser de tests génétiques prédictifs et dans ce cas-là, il est bien important de passer le message que les personnes doivent poursuivre la surveillance cardiologique régulière vis-à-vis de ce risque.
Donc on l'a vu tout à l'heure, le test chez le cas index, il peut être réalisé quel que soit l'âge, chez le majeur ou chez le mineur. Là, ça va être un petit peu différent en ce qui concerne le test génétique prédictif. Évidemment, il y a des implications psychologiques beaucoup plus complexes quand on parle de ce type de test chez les enfants. Et au niveau légal, ce type de test ne peut être prescrit chez des mineurs uniquement si ce mineur ou les membres de sa famille peuvent personnellement bénéficier d'une mesure de prévention ou curative immédiate. Donc dans le cadre de ces pathologies, ce qu'il est recommandé, c'est de proposer ce type de test finalement à l'âge auquel on préconise la réalisation du bilan cardiologique. Donc si on prend l'exemple de la cardiomyopathie hypertrophique, on l'a vu, on préconise le bilan cardiaque à partir de l'âge de 10 ans. Donc on peut discuter la réalisation du test génétique prédictif à partir de l'âge de 10 ans. Par exemple, dans l'exemple des QT longs, là, on peut le proposer dès la naissance. Donc ça va être adapté en fonction de la pathologie. Deux choses qui vont être abordées également au cours de la consultation de conseil génétique, c'est des questions qui reviennent souvent des patients, c'est est-ce que si je réalise ce type de test, est-ce que ça va avoir un impact au niveau de ma profession ou dans des projets futurs comme des demandes d'assurance, etc. Il faut savoir que la loi française protège assez bien les gens qui font ce type de test, puisqu'il est stipulé dans la loi que nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. Donc si on prend l'exemple, par exemple, de la profession et qu'on reçoit quelqu'un en consultation, c'est assez complexe lorsque les apparentés s'orientent vers des activités professionnelles qu'on pourrait dire à risque. Par exemple, des gens qui souhaitent s'orienter vers une carrière de sportif professionnel ou de pilote d'avion, ce genre de choses. C'est vrai que même s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique, s'ils n'ont pas de signes cliniques au niveau cardiaque de la pathologie, on n'a pas de raison de contre-indiquer cette profession. En revanche, c'est vrai qu'on va être amené à en discuter si on voit des gens très très jeunes, par exemple des adolescents ou des jeunes enfants qui souhaitent s'orienter vers ce type de carrière. On va discuter de ne pas forcément peut-être les pousser vers ce type de carrière, puisque le risque, ça serait, voilà, comme ils sont à risque de développer cette pathologie à un moment donné, de devoir arrêter de façon prématurée leur activité professionnelle. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à discuter et à anticiper en consultation avant même la réalisation du test. Et en ce qui concerne les demandes d'assurance, c'est pareil, la loi protège assez bien, puisqu'il faut savoir que les organismes d'assurance, c'est important, n'ont pas le droit de demander aux patients un résultat génétique et n'ont évidemment pas le droit de demander aux patients non plus de réaliser un test génétique. Par contre, effectivement, il faut évidemment répondre si jamais on a déjà développé des signes de la maladie ou éventuellement sur les antécédents familiaux. En ce qui concerne les demandes vis-à-vis de projets parentaux, on a régulièrement des couples qui viennent en consultation avec la volonté de ne pas transmettre la pathologie familiale. On l'a vu, on est le plus souvent dans un risque de transmission de 50% à chaque grossesse, avec parfois une histoire familiale qui peut être très lourde. Donc là, la consultation va discuter un certain nombre de choses, notamment on va informer les couples sur les différentes alternatives qui s'offrent à eux. Évidemment, ils peuvent tout à fait faire une grossesse naturelle, puis on peut discuter un test et la surveillance de l'enfant. L'âge en fonction de la pathologie, on l'a vu. On peut également discuter le don de gamètes ou l'adoption. Et puis, on peut également discuter le diagnostic prénatal. Donc, le diagnostic prénatal, c'est le fait d'avoir une grossesse tout à fait spontanée et en début de grossesse, via un prélèvement invasif, de déterminer le statut génétique du fœtus, dans l'idée de se dire que si le fœtus est atteint, on aurait recours à une interruption médicale de grossesse. En ce qui concerne le diagnostic préimplantatoire, on passe là par une fécondation in vitro. Et une fois que plusieurs embryons sont obtenus, très schématiquement, on va déterminer le statut génétique des embryons dans l'idée de se dire qu'on ne réimplantera que les embryons qui ne seront pas porteurs de la pathologie familiale. Donc, en pratique, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire, c'est des techniques qui sont accessibles techniquement à partir du moment où la mutation familiale a été identifiée. Au niveau légal, il n'existe pas en France de liste de pathologies pour lesquelles on a le droit ou pas d'avoir recours à ces techniques. En revanche, la loi stipule que c'est autorisé lorsqu'il existe pour les couples une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité et reconnu comme incurable au moment du diagnostic. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter avec les couples en consultation. Évidemment, on va discuter des enjeux médicaux, mais aussi éthiques et psychologiques très complexes soulevés par ces techniques. On l'a vu, il y a souvent des histoires familiales qui peuvent être lourdes, avec des antécédents de mort subite précoce ou bien de transplantation cardiaque. Mais d'un autre côté, on l'a vu aussi, ce sont des pathologies qui ont souvent une pénétrance retardée, qui touchent exceptionnellement les enfants, avec une pénétrance qui peut même parfois être incomplète. Et puis, on l'a détaillé également, des traitements et une prise en charge qui est quand même relativement efficace, avec des traitements médicamenteux et parfois des mesures préventives telles que le défibrillateur implantable. Donc, c'est vraiment des discussions au cas par cas avec les couples. Et évidemment, si la demande des couples persiste, c'est toujours une discussion au sein des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pratique, il y a très peu
peu de demandes de ce type une fois que tous les enjeux ont été discutés avec les couples et une fois vraiment qu'on a discuté de tout ça et accompagné les couples dans leur cheminement. Donc on revient à la petite question du début et on va voir quelles ont été vos réponses, je pense. Effectivement. Très bien, donc je ne sais pas si je peux passer. Voilà, la majorité des gens ont très bien répondu à cette question. Effectivement, les deux bonnes réponses, c'était le fait que l'identification d'une mutation permet la prise en charge cardiologique des apparentés et puis que le test chez Aca-Index était, on l'a vu, une analyse qui était longue et coûteuse. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. Alors, on a plein de questions qui sont arrivées vous concernant. Plutôt concernant le diagnostic génétique, c'est pas surprenant parce que ça reste quand même une technique qui est quand même assez nouvelle et qui n'est pas toujours encore très bien connue. Une première question qui demande que doit faire le médecin si le patient lui demande d'avertir la famille à sa place. À sa place, oui. Alors, ce que la loi prévoit dans ce cadre-là, c'est quand même, faut le retenir, pas la majorité des cas. C'est donc le prérequis, c'est que du coup le patient fournisse les coordonnées de ses apparentés au médecin. Et dans ce cas-là, le médecin doit envoyer un courrier recommandé au domicile des apparentés. Mais alors il y a un modèle de courrier qui a été proposé par le législateur, mais c'est un courrier en fait qui ne doit ni mentionner le nom évidemment du patient atteint, ni mentionner la pathologie concernée. Donc voilà, c'est une lettre assez type que les gens reçoivent chez eux, qui stipule qu'une maladie génétique a été identifiée au sein de leur famille, que potentiellement ils peuvent être concernés par cette pathologie et que potentiellement ça serait important qu'ils le sachent pour pouvoir avoir des mesures éventuellement de prévention et qu'il leur est conseillé du coup de prendre contact avec le service de génétique le plus proche de chez eux. Enfin, en général, il y a les coordonnées d'un service qui sont indiquées sur le courrier. Mais c'est effectivement une deuxième question qui, pas véritablement une question, mais plutôt une remarque. Pour bien préciser qu'aujourd'hui, il y a une obligation d'information. Exactement. Ce qui est une modification très importante par rapport à ce qui se passait antérieurement et ce qui, quand même, change beaucoup la manière d'aborder les choses. Vous pouvez nous en dire un petit mot là-dessus ? Alors du coup, effectivement, c'est vraiment suite à ce décret de juin 2013 qu'il y a vraiment une obligation légale désormais. Après, il n'est pas stipulé dans la loi ce qu'encourt le patient si jamais il n'informe pas ses apparentés, mais c'est en tout cas une obligation légale et le médecin se doit de l'informer de ça et surtout, c'est très important, se doit de le noter dans le dossier si jamais le patient dit qu'il ne souhaite pas informer ses apparentés. Une dernière question peut-être, on y reviendra tout à l'heure parce que les questions affluent très rapidement là. Y a-t-il des laboratoires français qui réalisent le DPI ? Oui. Il y a 4 centres en France qui font du DPI. Donc il y a le centre de Paris, donc à Necker, il y a le centre de Montpellier, il y a Strasbourg et Nantes. Donc il y a 4 centres en France effectivement qui proposent de diagnostics préimplantatoires. Oui. Alors, je suis effectivement assez souvent contacté pour donner des avis dans ces cas-là. C'est toujours extrêmement difficile parce que la limite entre ce qui est techniquement faisable, évidemment tout est faisable, mais ce qui est éthiquement souhaitable est souvent une question qui est extrêmement difficile et qui doit, comme vous l'avez parfaitement dit, prendre en compte tous les aspects psychologiques et que ce qui peut nous permettre à nous, vu de loin, finalement relativement facile à gérer sur le plan médical et parfois sur le plan familial et sur le plan psychologique extrêmement difficile à gérer. Ça nous amène directement au troisième sujet qui va aborder donc les problèmes psychologiques liés à ce diagnostic génétique et à la présence de ces différentes cardiopathies, puisque ça ne se limite pas au diagnostic génétique, évidemment, c'est le retentissement qu'il va y avoir derrière ce type de diagnostic. Et donc, on a avec nous Marie-Lise Babonneau qui va nous donner les informations les plus importantes. Ce sera évidemment difficile d'être tout à fait complet là-dessus, mais en tout cas les plus importantes et les pistes auxquelles il faut faire particulièrement attention quand on doit aborder ce type de sujet avec les patients atteints de ces pathologies. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je vais vous donner quelques repères concernant les enjeux psychologiques du test génétique. Rien ne sera exhaustif évidemment, comme vous l'a dit Vincent.
Alors d'abord, pourquoi parler d'impact psychologique? Eh bien parce qu'un test génétique, c'est une prise de sang, mais ça n'est pas une simple prise de sang. En effet, quel que soit le résultat, c'est-à-dire porteur ou non porteur, il a des retentissements sur le plan médical évidemment, mais psychologique, familial, social, professionnel. Et je cite un patient que je trouve finalement assez clair: savoir son statut génétique, c'est passer de l'autre côté. On ne peut plus appartenir au monde d'avant. Et ce changement de monde souligne l'importance de prendre en compte la dimension psychologique de la démarche de test. Alors, je vais vous parler du test génétique chez le sujet atteint, puis ensuite la question du test prédictif et enfin le résultat. Le sujet atteint a déjà eu un diagnostic clinique. Quand il fait le test génétique, on lui apporte une confirmation génétique. C'est une preuve finalement tangible d'une maladie qui est invisible. Et ça produit un effet d'annonce. Alors, avec la possibilité évidemment de s'approprier finalement un peu plus clairement le diagnostic qui parfois était resté un petit peu encore flou, un peu en suspens. Et ça peut avoir comme bénéfice d'ailleurs une meilleure observance des traitements. Mais cette confirmation génétique, finalement, elle questionne aussi l'héritage. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je peux transmettre? Avec l'émergence d'un sentiment de culpabilité. Mais cette confirmation génétique éclaire aussi certains événements familiaux, notamment, je pensais à ces familles où il y a beaucoup de morts subites qui sont vécues comme une forme de malédiction. Et là, la confirmation génétique, elle vient donner une explication plutôt rationnelle. Alors, être un sujet atteint avec une confirmation génétique, c'est devenir le cas index ou propositus. Le cas index, finalement, se retrouve dans la position d'avoir à annoncer une mauvaise nouvelle, la position de l'oiseau de mauvais augure, comme il s'en parle souvent, avec le renforcement de cette culpabilité à transmettre une mauvaise nouvelle. Mais pour d'autres, c'est annoncer cette mauvaise nouvelle, c'est quand même l'opportunité de sauver des vies, sauver les autres membres de la famille. Et ça peut donner du sens à cette lourde responsabilité qu'est l'annonce de cette maladie génétique. Évidemment, c'est une annonce qui peut être rendue particulièrement difficile dans le cas de conflits familiaux, comme on a vu avec Céline pour l'information à la parentèle. Maintenant, concernant plus spécifiquement le test prédictif, c'est-à-dire qui concerne les apparentés asymptomatiques du cas index dont on vient de parler. Eh bien, en préambule, rappelons que prédire, c'est annoncer à l'avance ce qui doit arriver. Et dans le test prédictif, le terme prédictif ne traduit en fait pas tout à fait une réalité médicale, puisque quand on est porteur, des incertitudes persistent. Quant à l'âge de survenue de la maladie, ou bien quant à la forme de la maladie, l'expression de la maladie. Mais le terme prédictif reflète les enjeux subjectifs de la démarche, c'est-à-dire la tentation qu'on peut avoir de connaître son avenir, ça c'est du côté plutôt de la maîtrise, mais on regarde ça, la détresse que peut engendrer finalement la connaissance de cet avenir, c'est-à-dire la détresse d'être soumis à une force aveugle, inexorable, et qui est beaucoup plus du côté de la passivation. Donc finalement, savoir ou ne pas savoir engendre toujours des tensions psychiques importantes. Alors, savoir, c'est un droit, ne pas savoir, c'est aussi un droit. Alors en théorie, oui. En pratique, en clinique plus spécifiquement, c'est moins clair. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est un sujet à risque, c'est une position difficile. Et décider de le rester un sujet à risque, c'est encore plus compliqué. Et puis, il y a quelque chose à faire en cardiogénétique. Le pire peut être évité. Donc, on est moins susceptible finalement de s'autoriser à ne pas savoir quand on peut faire quelque chose. Et puis, on n'oublie pas aussi l'influence, parfois, du discours médical ou la pression de l'entourage qui peut conduire le consultant à faire un test génétique pour prévenir essentiellement les complications. Alors, faire ou ne pas faire le test génétique, finalement, devient, est-ce le bon moment pour moi de faire le test génétique ? Alors, dans ce contexte, à quoi sert la consultation psychologique ? À quoi sert le psychologue ? Eh bien, on va commencer surtout à détailler plutôt ce à quoi il ne sert pas. La consultation psychologique ne sert pas en aucun cas à évaluer les capacités du consultant à recevoir son résultat.
Il ne sert pas non plus à convaincre de faire le test génétique et ça ne sert pas non plus à décourager le consultant de faire le test génétique. Le mouvement général de la consultation s'organise comme ça. On part du présent, c'est-à-dire qu'on aide la personne à exprimer ses motivations pour faire ce test, mais aussi à exprimer ses interrogations que suscite cette démarche. Puis on revient sur le passé, c'est-à-dire qu'on aide la personne à mieux comprendre comment la démarche du test finalement s'inscrit dans son histoire personnelle et familiale, et puis on l'aide à se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire à anticiper l'impact du résultat du test sur sa vie future, mais aussi sur celle de ses proches. Un exemple simple, par exemple, peut être de poser la question au consultant, mais si on vous apprend que vous êtes porteur, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Si on vous apprend que vous n'êtes pas porteur, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, au cœur de cette consultation psychologique, on a en tête la notion de risque subjectif. Parce que finalement, le risque objectif de 50%, pour faire un peu simple, d'être porteur ou pas, eh bien, les consultants ne se l'approprient que très rarement. Ils n'arrivent pas avec en tête l'idée qu'ils sont à 50-50 d'être porteurs ou pas. Il y a une espèce de réévaluation personnelle de ce risque objectif, qui devient donc un risque très subjectif. Prenons l'exemple d'une famille dans laquelle tous les hommes ont déclaré la maladie, et seulement les hommes. Le consultant, homme lui-même, ne va pas vivre son risque comme 50-50, mais plutôt comme je suis à 100% à risque d'être porteur, puisque tous les hommes de la famille le sont. Voilà juste un exemple de risque subjectif. Alors, quelle est la fonction de ce risque subjectif qui, rappelons-le, est un mécanisme psychologique spontané? Il vise en fait à se préparer au résultat, à anticiper pour se protéger, donc en fait spontanément, de l'effraction que pourrait occasionner le résultat génétique. Et le psychologue se doit d'être un peu le garant de cette anticipation, non pas seulement de ce à quoi on s'attend, mais aussi de l'autre possibilité. Quand on s'attend à être porteur, il ne faut pas oublier de se préparer aussi au résultat de non-porteur. Alors, un cas un peu plus, j'allais dire, plus sensible, c'est un test prédictif réalisé dans un contexte de mort subite. Après une mort subite, les apparentés qui demandent un test prédictif sont dans un contexte émotionnel très traumatique. Voilà, avec, et c'est évidemment très très résumé, mais un sentiment d'urgence. Ils vivent ce sentiment d'urgence, il faut faire quelque chose, il faut agir. Alors, faire le test. Il y a une urgence aussi à savoir pour que l'histoire ne se répète pas. Parce que, disent-ils, et si on avait su avant, peut-être mon proche ne serait pas décédé. Donc je n'ai pas le choix, je dois savoir pour que l'histoire ne se répète pas. D'où l'importance, la vigilance dans ces consultations-là, d'aborder surtout en premier la question du deuil et du trauma avant d'aborder cette question du test prédictif. Alors, quelles sont les principales motivations rencontrées en consultation autour de ce test prédictif? Pourquoi faire le test? Eh bien, pour bénéficier d'une surveillance. Voilà ce qui est souvent avancé. Attention à la confusion pour certains que être surveillé, ce serait un peu magiquement ne pas être malade. Avoir l'assurance de ne pas être malade. Vigilance aussi, ça a bien précisé. C'est peut-être pour mes enfants, pour les protéger, pour pouvoir anticiper leur avenir, etc. On n'oublie pas non plus que les parents vont recevoir un résultat pour eux-mêmes et qu'il va falloir aussi qu'ils y fassent face avant les enfants. Ensuite, il y a ceux qui veulent sortir du doute parce qu'ils ne le supportent plus. Alors attention, oui c'est vrai, le test va répondre à la question de je suis porteur ou je ne suis pas porteur, mais pour les porteurs, ils ne sortent pas du doute, ils entrent dans une autre sphère de doute quant à l'âge de survenue, l'expression de la maladie, etc. Et parfois ils s'en surprennent. Et puis il y a ceux qui viennent juste pour savoir, voilà. Alors là, il faut être vigilant, c'est-à-dire explorer avec eux finalement quelle est la véritable question à laquelle ils souhaitent que le test réponde pour ne pas se retrouver avec une déception à l'arrivée. Et pourquoi ne pas faire le test? Eh bien, pour certains, vivre avec l'idée d'être donc porteur, ce serait vivre avec une épée de Damoclès en permanence et ce ne serait pas supportable. D'autres qui vivent pour lesquels en tout cas être porteur serait carrément une condamnation à mort et ce ne serait pas supportable non plus. Et puis pour d'autres à qui on pourrait dire qu'ils ne sont pas porteurs, de toute façon ils se disent je ne ferai pas le test, puis de toute façon quoi qu'on m'apprenne, je n'y croirai pas parce que ça fait longtemps qu'ils vivent dans cette question d'être porteur.
Un point un peu spécifique, le sujet mineur dont a parlé Céline tout à l'heure et les enjeux complexes qu'il y a autour. D'abord, l'idéal serait évidemment d'avoir un protocole adapté, c'est-à-dire en plusieurs temps. D'abord, on reçoit les parents seuls pour explorer l'origine de la demande de tests prédictifs, qui appartient souvent moins à l'enfant finalement qu'aux parents, qui sont pétris d'inquiétude au sujet de l'avenir de leur enfant. Et on explore avec eux, de même qu'on le fait avec d'autres consultants, la question du risque subjectif concernant leur enfant. Par exemple, des parents qui ont 3 enfants et qui disent assez facilement, assez spontanément, mais de toute façon parmi les 3, je suis sûre que c'est celui-ci qui sera porteur et celui-là qui ne le sera pas. Donc là, pareil, exercice identique, il faut les préparer à toutes les éventualités, c'est-à-dire que l'enfant soit porteur ou qu'il ne le soit pas. Ensuite, on reçoit l'enfant seul parce que finalement, c'est de lui dont il s'agit. C'est lui qui est au cœur de cette démarche. C'est de lui dont on parle. Et il est très important de respecter ce cheminement de l'enfant autour du test. D'autant finalement, quand on va un peu plus loin avec lui, souvent, en tout cas pour les plus jeunes, faire le test, c'est surtout pour répondre à la demande parentale, aux inquiétudes parentales. Parce que finalement, les préoccupations principales de l'enfant, ce n'est pas tant son test génétique proprement dit, mais plutôt qu'est-ce que va devenir mon parent malade, est-ce qu'il va mourir, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. C'est souvent ça qui est au cœur de la consultation. Ensuite, troisième temps, on reçoit la famille, dans la mesure du possible en tout cas. On essaie de faire la synthèse des éléments importants qui sont sortis dans ces consultations et on propose un temps de réflexion. Pourquoi ? Pour décanter la quantité d'informations qu'ils ont reçues au cours de cette consultation pluridisciplinaire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites et parfois que les personnes ont réalisées au cours de toutes ces consultations. Et puis pour laisser l'occasion à la famille d'échanger entre eux, entre parents et enfants, discuter de tout ça. Des choses qui souvent n'ont pas été discutées en amont. Focus sur l'adolescence, puisque là, on est sur des choses un peu sensibles, notamment la question centrale, qui est la question identitaire et le sentiment d'appartenance. Un adolescent est particulièrement sensible à appartenir à son groupe. Alors quand le test va questionner de sortir, ne pas avoir le droit de faire du sport, en tout cas de le restreindre, ou carrément abandonner certains loisirs, alors que tous ses camarades y sont, ça c'est quelque chose qui peut faire violence. Ensuite, c'est le moment des décisions, en tout cas plus ou moins, des choix professionnels particuliers. Céline en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire pilote de ligne, sportif de haut niveau. Là, c'est comment on le prépare, lui, à envisager d'autres pistes possibles si celle-ci ne s'avérait pas possible finalement à réaliser. Et puis, n'oublions pas, chez l'adolescent, c'est le risque en tout cas, de comportements ordaliques, c'est-à-dire des comportements de prise de risque, et notamment de défi de la maladie et de défi de la mort, parce que c'est quand même le temps particulier où ça s'exprime, avec le risque d'inobservance des traitements, parfois très sérieux, ou des prises de risque, saut à l'élastique et autre chose, pour défier. Voilà, la question du défi est très au centre. Donc tout ça est à préparer. Dernière partie, le résultat. Bien. Porteur, non porteur, ce que la clinique, l'expérience nous en dit finalement, c'est que l'impact est moindre lorsque ce résultat, quel qu'il soit, a été anticipé. Ça veut dire, alors impact moindre, ça veut dire surtout qu'on se récupère, c'est-à-dire on rebondit plus vite et dans de meilleures conditions après le choc du résultat. Pour les porteurs, ce qu'on observe, c'est que finalement, cette question de la surveillance médicale leur donne le sentiment d'être protégés, ce qui est plutôt bénéfique. Et puis, il y a quelque chose à faire, donc ça rend le consultant finalement plus actif, avec le sentiment qu'il reprend le contrôle des choses. Ça, c'est plutôt bénéfique. Mais il faut négocier aussi, avec parfois, pour certains porteurs, le sentiment qu'ils sont en fait déjà malades, alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Ils ont le sentiment d'être passés dans le groupe des malades. Avec, pour d'autres, un sentiment de vécu de sursis, et puis les auto-observations anxieuses, on écoute son pouls, son cœur qui va de travers, etc. Donc là, on attend un peu anxieusement la maladie. Avec des répercussions, alors à plus ou moins long terme, mais parfois immédiates, sur les choix professionnels, et puis sur le sport et les loisirs. Et je pense notamment à ces personnes qui ont aussi construit leur équilibre global psychique et affectif autour d'une grande quantité de sport, et pour lesquels ils doivent du jour au lendemain abandonner, et qui provoquent des déséquilibres, des dépressions, des choses assez sérieuses. Et puis la culpabilité inhérente au risque de transmission qui se pose aussi finalement chez les porteurs
porteur, le test génétique engendre des remaniements identitaires forts. Chez les non-porteurs, avant de terminer, on observe quand même globalement un effet de soulagement. Soulagement pour soi, évidemment soulagement pour sa descendance. Mais vigilance, il y a parfois des réactions inattendues. On croit que ça n'est qu'une bonne nouvelle, pour beaucoup oui, pas pour tout le monde. D'abord parce que, j'en parlais tout à l'heure, il y a une difficulté, il peut y avoir en tout cas une difficulté à croire le résultat, à guérir de ce risque quand on a eu le sentiment que de toute façon depuis 15 ans, on allait y passer comme tout le monde dans la famille en fonction de son histoire familiale. Là, on sort de ça, c'est très compliqué. Et puis pour d'autres, avec un sentiment d'exclusion de la filiation. Par exemple, une fratrie de 7, 6 enfants sont porteur et un seul ne l'est pas. Il se vit clairement, et très souvent, comme le vilain petit canard de la famille. Il ne sait plus où est sa place dans cette famille. Et avec la gradation au-dessus, quand dans ces fratries ou dans les ascendants, il y a eu beaucoup de décès, le sentiment pour celui qui n'est pas porteur est donc dégagé de tout ça, un sentiment de culpabilité du survivant en disant « mais pourquoi moi j'ai échappé à ça et finalement pas les autres ?» Les messages clés, en conclusion, rappelons que c'est une démarche, là on a parlé de beaucoup de généralités, rappelons que c'est une démarche qui est toujours, qu'il doit le rester d'ailleurs, toujours très singulière. Et je cite Claire-Cécile Michon, qui est donc ma collègue qui co-coordonne avec moi le Centre de ressources psychologiques, et qui dit cette phrase que je trouve vraiment très, très juste. La maladie génétique, finalement, dans une famille, elle concerne tout le monde, mais à des places toujours différentes. Voilà. N'oublions pas que le test génétique, donc pour faire écho à la première diapo, n'est pas une simple prise de sang. Quel que soit le résultat, il engendre des réaménagements qui sont multiples. D'où l'importance de reconnaître cet impact psychologique, pas seulement des implications médicales. Et toujours pour faire écho à ce patient qui disait que savoir finalement s'était passé dans un autre monde, on n'appartient plus au monde d'avant, eh bien soyons vigilants, attentifs à accompagner ces sujets-là, quel que soit le résultat, dans leur monde d'après. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui a déclenché une avalanche de questions qu'on va essayer d'aborder. Je ne suis pas sûr, je m'excuse tout de suite auprès de toutes les personnes qui ont posé des questions. Je ne suis pas certain qu'on aura le temps de répondre à l'ensemble de leurs questions, mais on va essayer de prendre en tout cas les plus importantes. Tout de suite une question qui est quand même un point crucial, c'est quels sont les conseils que vous donneriez pour les membres des familles qui vont devoir aller annoncer la présence de la maladie dans la famille ? Jusqu'où faut-il qu'ils aillent dans les explications et faut-il au contraire leur demander de limiter au maximum les informations qu'ils vont donner quand ils vont aller informer leurs frères, leurs sœurs et ainsi de suite de la présence d'une maladie ? Alors d'abord, une question complexe. Mais une réponse courte, parce Alors, qu'on a plein de réponse très très courte. D'abord, la première étape pour moi, la plus essentielle, c'est qu'on est en mesure d'annoncer dans de bonnes conditions quand on est soi-même, quand on a, entre guillemets, digéré cette annonce-là, pour soi-même, c'est-à-dire d'être un peu plus au clair, un peu plus informé, qu'on a accusé réception, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à soi d'abord qu'on a annoncé, avant d'annoncer, et donc d'être bien assis à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite faire cette démarche qui est compliqué. Ensuite, s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, que ça génère trop d'angoisse, c'est à ça que servent aussi les consultations, les psychologues dans les consultations pluridisciplinaires. Rien n'empêche d'aller voir, de rencontrer le psychologue et de lui demander, dites-moi, dans cette situation, je fais comment ? J'annonce à mes enfants tous ensemble, je le fais par étapes parce qu'il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, comment j'adapte le discours parce que c'est pas... Voilà. On peut être aidé, alors, par le psychologue pour bien mettre les choses à plat, mais aussi ne pas oublier qu'on peut revenir en consultation, voir le généticien ou le cardiologue et se faire aider pour expliquer les choses pour lesquelles on n'a pas forcément les mots pour parler aux enfants. Alors que par exemple Céline ou Philippe ont des outils pour expliquer par exemple aux plus petits. Alors les frères, les sœurs, on n'est pas obligé de tout faire en même temps d'ailleurs, parce que je parlais d'oiseaux de mauvais augure, mais enfin quand même c'est pas une place simple. Donc on peut faire les choses aussi par étapes. Voilà, donc il n'y a pas d'outils proprement dit, ça se fait par étapes. Alors de nombreuses autres questions. Comment choisir une consultation avec un psychologue ou un psychiatre ? L'un ou l'autre ?
Alors, jamais de l'un ou l'autre. On peut imaginer que c'est l'un et l'autre. Alors, il y a dans la plupart des consultations pluridisciplinaires en cardiogénétique essentiellement des psychologues. Donc, voilà. On peut aller discuter avec un psychologue. Si on est plus à l'aise, par exemple, qu'on a déjà eu un suivi avec un psychiatre et qu'on se sent bien avec lui, eh bien, l'idée, c'est d'aller voir quelqu'un, surtout avec lequel on se sent bien. Maintenant, on n'oublie pas qu'il y a quand même des spécificités dans ce domaine cardiogénétique et qu'il peut être utile d'avoir des psychologues ou des psychiatres libéraux qui soient un peu sensibilisés à ces problématiques-là et que s'ils ne font pas partie de notre réseau, puisqu'on en développe un sur toute la France, qu'ils n'hésitent pas, que ces personnes qui posent des questions n'hésite pas à nous appeler et nous, on peut se mettre en contact avec les psychologues libéraux et les psychiatres libéraux pour évoquer les enjeux de cette maladie-là et les aider dans tout ça. Une question par rapport aux psychiatres et aux psychologues libéraux, entre autres. La consultation avec un psychologue est-elle remboursée? Bien, alors ça, question suivante. Non, simplement pour dire, là, à l'heure actuelle, absolument pas en libéral. Mais vous avez des consultations publiques en centres médico-psychologiques dans toutes les villes, dans les consultations des centres de référence, des centres de compétences, voilà, dans les hôpitaux en général. Les libéraux, à l'heure actuelle, ne sont absolument pas remboursés. Il y a une expérimentation, c'est tout récent, ça date d'1 mois, une expérimentation qui est lancée par un des ministères, notamment de la Santé, et qui vise à voir si c'est possible d'organiser le remboursement des psychologues dans certaines dispositions, enfin certaines situations. On n'est pas à l'abri d'une étendue générale et d'un remboursement prochain des psychologues, mais à l'heure actuelle, non. Hélas. Alors, peut-être une question cette fois-ci plutôt pour Céline, mais qui concerne également l'approche psychologique, c'est: arrivez-vous systématiquement à respecter le délai qui est normalement demandé entre l'information du patient et la réalisation du test génétique, et en particulier ce qui est précisé dans cette question, et c'est vrai que c'est quand même ce qu'on rencontre en pratique, les patients ils arrivent et ils nous disent écoutez, vous êtes bien gentil avec votre délai, mais moi si je viens vous voir, j'ai déjà réfléchi avant, j'ai pris une journée de congé, j'ai fait 200 km et je ne viendrai pas la semaine prochaine. Effectivement, c'est un des arguments principaux qui ressort. Après, très honnêtement, alors je sais que c'est structuré de façon un peu différente selon les centres, mais en tout cas à la Pitié-Salpêtrière, ils ont vraiment 3 consultations successives, donc l'une avec le cardiologue, l'une avec la conseillère en génétique ou le généticien, et puis l'une avec la psychologue. Donc ça fait quand même vraiment ça se déroule sur une matinée, c'est assez dense en termes d'informations qui sont transmises. Et souvent, vraiment, les gens sont pas contre, en fait, prendre un petit temps sur lesquels, voilà, ils peuvent eux réfléchir. On leur dit toujours que nous, on est à leur disposition justement dans ce délai de réflexion pour qu'ils puissent nous reposer les questions, parce que c'est pas évident d'avoir les questions tout de suite quand c'est des informations qu'on découvre. Donc c'est vrai que ça, en général, ça leur paraît utile parce qu'ils disent effectivement, je vais prendre le temps de digérer un petit peu tout ça. Probablement, là, j'ai pas de questions tout de suite, mais j'aurai probablement des questions en rentrant chez moi ce soir en étant tout seul. Donc, je vais utiliser ce temps-là pour, voilà, être au clair avec toutes ces questions avant de me lancer dans le prélèvement. Ouais, oui, je pensais même à quel point, une fois qu'ils ont vu les 3, parce que vraiment ça évolue aussi, hein, quand on en discute entre nous de consultation en consultation, les patients ne disent pas la même chose. Et au fur et à mesure, ils cheminent entre chaque consultation. Et à l'arrivée, finalement, puisque le psychologue est toujours à la fin, il y a des moments où ils prennent la mesure, après cette matinée, qu'ils ont besoin de réfléchir un peu plus. Et parfois, c'est pas tant de réfléchir en termes de changement de décision. Il ne s'agit pas, je le dis, hein, je le répète, il ne s'agit pas de les convaincre de ne pas le faire ou les décourager. Mais par contre, ils réalisent que ils n'avaient pas suffisamment évoqué toutes ces problématiques, par exemple, avec leurs conjoints ou avec leurs enfants, ils venaient là comme ça, et que c'était une nécessité d'en parler avant pour se préparer ensemble. Voilà. Encore beaucoup de questions, des réponses toujours courtes pour essayer d'y répondre le plus possible. Les parents peuvent-ils demander à connaître le statut génétique de leur enfant mineur et garder le résultat pour eux, pour ne le communiquer que lorsque l'enfant sera prêt ou qu'ils considéreront qu'il sera prêt? C'est une question très pertinente. Oui, très fréquente. En plus. Ça dépend. Ouais. C'est une bonne question et souvent ça renvoie à la responsabilité que les parents pensent avoir et aussi le positionnement que les parents pensent avoir vis-à-vis de l'enfant. Alors,
C'est assez clair au niveau des textes de loi et aussi des recommandations internationales que le test génétique chez l'enfant doit être fait principalement dans l'intérêt de l'enfant. Et donc ce qui doit guider la démarche finalement, c'est de voir quel est le meilleur intérêt de l'enfant et pas l'intérêt des parents. Et ça c'est une discussion qu'il faut avoir pour expliquer, et ça c'est pas facile, mais on y arrive en discutant avec les parents, de renverser le positionnement. Et donc quand on explique bien ça, on aboutit généralement assez souvent à un consensus pour dire si l'enfant, par contre, pour des raisons diverses, ne souhaite pas savoir, ou si on pense que c'est trop tôt pour des raisons diverses, eh bien, on va arriver à un consensus pour décaler le moment où le test génétique va être fait. Par contre, on a eu quelques expériences malheureuses où ça a pu être fait comme évoqué, avec un test génétique fait sans que l'enfant soit au courant du résultat, mais tout le monde dans la famille presque est au courant du résultat, et tôt ou tard, ça amène à des drames, parce que le moment de la révélation, ça va aboutir à des drames. Donc, par expérience, clairement, c'est une situation qu'il faut éviter. Mais donc ça relève d'une discussion très ouverte avec la famille, expliquer le pourquoi des choses. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans ces situations entre la volonté des parents de savoir et qui vous disent c'est impossible pour moi de ne pas savoir alors que je pourrais savoir, et effectivement l'impact pour les enfants. Et c'est vraiment important de leur dire oui, mais si c'est positif, qu'est-ce que vous ferez avec? Ça, je crois que c'est vraiment un message important. Autre question, depuis 2013, y a-t-il eu des poursuites judiciaires en rapport avec des obligations d'information des proches non assurées par le propositus? Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Après, faut savoir en tout cas, dans l'expérience de la Pitié-Salpêtrière, on n'a jamais été amené à devoir utiliser justement ce modèle de lettres, etc. En général, quand même, en discutant avec les gens, et c'est là aussi où les psychologues sont essentiels, on arrive quand même à démêler un petit peu les situations, et les gens, très honnêtement, dans la majorité des cas, vont transmettre eux-mêmes l'information, on va les aider, mais... Juste un petit élément, c'est que quand même le texte de loi est paru parce qu'il y avait eu un problème à la base. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement grave dans une maladie génétique familiale et la personne décédée a reproché au reste de la famille de ne pas avoir informé qu'il y avait ce risque pour les apparentés. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu toute une discussion et que finalement le texte de loi est venu dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que je ne suis pas non plus au courant de responsabilité civile qui était engagée finalement, mais il faudrait vérifier. Question pour Philippe Charon. La pathologie se révèle-t-elle, c'est pas précisé quelle pathologie, mais je pense qu'on peut faire une réponse un peu générale. La pathologie se révèle-t-elle forcément sur l'électrocardiogramme? Alors, c'est une bonne question. Alors, dans les maladie électrique pure, ça va dépendre vraiment de la pathologie aussi, avec dans le QT long un diagnostic qui repose sur le CG, mais on sait qu'il peut y avoir des fluctuations avec le temps chez une personne. Pour certaines maladies, ce sont des tests de provocation qui vont pouvoir dévoiler l'aspect typique de l'électrocardiogramme après un test pharmacologique, après une épreuve d'effort, dans l'ensemble de Brugada, dans les tachycardies ventriculaires catécholergiques. Donc un simple CG peut être insuffisant pour affirmer que la maladie n'est pas encore exprimée. Et si on prend le cas des cardiomyopathies, on a une histoire naturelle. Alors si on prend le cas de la cardiomyopathie hypertrophique par exemple, on a souvent un électrocardiogramme qui devient anormal avant l'apparition échographique de l'hypertrophie, donc ça c'est assez classique. Mais inversement, on a aussi des patients qui développent l'hypertrophie en ayant un ECG sensiblement normal. Donc on a les deux situations qui peuvent se rencontrer et puis des grandes différences en fonction des pathologies. Donc l'électrocardiogramme fait une fois de base ne permet pas complètement de répondre dans toutes les situations à est-ce que la maladie est déjà déclarée. Mais souvent, c'est un outil d'orientation qui est quand même très important dans un bon nombre de cas. C'est donc utile mais insuffisant. Voilà. Une question narquoise. Comment pensez-vous qu'un patient asymptomatique, porteur d'une mutation, suivi cardiologiquement et éventuellement sous traitement préventif, puisse concrètement cacher dans un questionnaire d'assurance, c'est souvent des questions qu'on a, qu'il est suivi pour un problème cardiologique même s'il est asymptomatique? Alors ça, c'est effectivement une question qu'on a très souvent. Une fois qu'on a fait le test génétique, je vais poser la question un peu différemment. Est-ce que le fait de faire le test génétique
modifie la réponse pour les questionnaires d'assurance? À mon sens, non, puisque finalement, les gens qui vont bénéficier d'un test génétique prédictif, on l'a vu tout à l'heure, normalement ont déjà bénéficié finalement en amont d'une surveillance cardiologique régulière. Donc là, finalement, le test génétique, il va permettre de dire soit on lève la surveillance cardiologique, soit on continue la surveillance cardiologique. Mais j'ai pas l'impression que ça va modifier finalement la réponse au questionnaire, parce que en soi, le résultat du test génétique, il est jamais demandé, et en tout cas, il ne doit pas être demandé. Donc après, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de signe clinique de la maladie doit déclarer dans les questionnaires qu'il fait régulièrement des bilans cardiologiques? Ça, je ne serais pas assez spécialisée pour répondre à cette question, mais je ne sais pas si... Peut-être qu'on peut ajouter que le fait, pour un apparenté d'être porteur de la mutation, va induire un bilan cardiologique souvent plus approfondi, et là, qui peut mettre en évidence une expression cardiaque. Ouais. Même si le patient ne ressent aucun symptôme, mais si l'expression cardiaque est objectivable et là, il va devoir le mentionner dans les déclarations d'assurance ou autres. Et puis il y a des cas très particuliers, alors que Vincent connaît mieux que moi encore, c'est le syndrome du QT long avec une mutation, un ECG normal, mais pour des raisons diverses, au cas par cas, on peut être amené à commencer un traitement médicamenteux, bêta-bloquant. Et là, c'est vrai que si on a un questionnaire et qu'on dit est-ce que vous prenez des médicaments ou pas, on est censé répondre oui si on prend des médicaments, alors qu'on est asymptomatique et qu'on a parfois un électrocardiogramme normal. Donc dans quelques cas, ça pose problème, probablement, mais majoritairement, la question c'est vraiment pour moi, est-ce qu'il y a une expression cardiaque claire ou pas? S'il y a une expression cardiaque claire, on doit le mentionner et là, on est malheureusement obligé. Le problème, je trouve, c'est qu'on a beaucoup d'efforts à faire au sein de la filière. Sûrement, on va essayer d'avancer dans cette discussion. C'est pour les apparentés qui sont vraiment au début de leur histoire naturelle, avec des petites expressions cardiologiques qui débutent, mais vraiment sans facteur de gravité, etc. À partir du moment où il y a l'étiquette du syndrome du QT long, etc., eh bien, ils vont être barrés dans leur demande d'assurance ou autre, alors que leur niveau de risque objectif est sûrement très, très inférieur à un autre. Donc, on a sûrement du chemin à faire, et je crois que c'est tous, avec les associations de patients, on a déjà réfléchi à ça, mais c'est un problème complexe, d'essayer de faire bouger un petit peu les assureurs pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Merci Philippe. Encore beaucoup de questions, mais qu'on ne pourra malheureusement pas aborder ce soir parce que le temps est maintenant venu d'arriver à la fin de cette présentation. Je voulais remercier vraiment très chaleureusement nos trois orateurs qui, je crois, ont vraiment à la fois très bien répondu aux questions qui se posaient et très bien présenté les difficultés que peut amener ce type de prise en charge. Je crois que les très nombreuses questions que vous avez posées montrent bien tout l'intérêt de cette session. Je profite de la fin de cette présentation pour vous annoncer qu'il y aura bientôt une nouvelle présentation, une nouvelle webcast qui cette fois va être focalisée sur une pathologie à laquelle on prête beaucoup d'attention, le syndrome du QT long. C'est souvent une pathologie pas si facile que ça à prendre en charge et pour lesquelles une bonne prise en charge va vraiment modifier considérablement le pronostic des patients. Je vous rappelle que vous pouvez répondre au questionnaire de satisfaction qui se trouve en bas et à droite de la page web sur laquelle vous êtes actuellement. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, il est possible d'obtenir une attestation. On vous demandera dans ce cas-là de répondre à toute une série de questions un peu plus longues et peut-être un peu plus difficiles que celles qui vous ont été posées ce soir pendant la présentation. Mais maintenant, vous avez toutes les réponses. Et enfin, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, à remercier les associations qui participent à la filière cardiogène et qui jouent un rôle très important, à vous signaler le centre de ressources psychologiques. Vous avez eu l'occasion de rencontrer par écran interposé ce soir Maëlys Babonneau qui travaille avec Claire-Cécile Michon sur ce centre de ressources psychologiques et non pas biologiques, ma langue a fourché. C'est vraiment une aide importante et je crois qu'il ne faut pas hésiter à y faire appel. Les patients peuvent contacter le centre, ils peuvent avoir des informations et ensuite on oriente les patients grâce à ce centre vers des psychologues qui vont être de mieux en mieux formés à ces pathologies.
Enfin, juste pour vous rappeler que la filière cardiogène, c'est aussi une filière qui travaille beaucoup sur la prise en charge de ces pathologies, sur l'amélioration, la meilleure connaissance de ces prises en charge. On a maintenant bientôt une base de données nationale sur toutes ces pathologies, donc c'est important que dans les centres de compétences, dans les différents centres, les patients soient bien référés vers les centres de compétences pour qu'ils puissent être inclus dans ces nombreuses bases de données sur les différents domaines. La journée de la filière cardiogène aura lieu en mars 2017. Pour ceux qui sont intéressés, vous serez les bienvenus. On a encore des petits soucis de date, mais on devrait réussir à régler tout ça. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. J'espère que cette webcast vous a été utile et je vous donne déjà rendez-vous au printemps 2017 pour la future webcast sur le syndrome du QT long. Bonsoir.